Bienvenue à tous, je suis ravie de vous accueillir sur Pépin Podcast, qui a pour mission de mettre en avant des héros ordinaires. Les personnes que vous allez entendre ont décidé de se battre chaque instant dans un quotidien bouleversé par une maladie, un accident, un handicap ou une épreuve qui a chamboulé leur vie. Je m'appelle Pauline, je suis sensible depuis toujours aux histoires et parcours de vie atypiques et j'ai décidé qu'il était temps de mettre à profit mon accent chantant pour faire ce que j'aime le plus au monde. Partager et échanger avec des personnes remarquables et inspirantes. J'espère que ces témoignages vous aideront à mieux vivre vos petits et grands pépins. Pour ce nouvel épisode, j'ai eu la chance de recevoir Anthony Martin-Smith. Judoka paralympique double médaillé aux championnats du monde et champion du monde junior, puis DJ à l'international, il est aujourd'hui jeune papa et entrepreneur à Paris. On oublierait presque qu'il a perdu la vue à l'âge de 7 ans. Lors de notre conversation, nous avons parlé de son enfance, de sa passion pour le judo, des débuts prometteurs de son application de localisation indoor pour déficients visuels, de son chien guide Nepia et de son film préféré qui, je pense, va vous surprendre. Mais je n'en dis pas plus, je vous laisse découvrir ma délicieuse conversation avec Anthony Martin-Smith. Bonjour Anthony et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Pauline. Merci de m'inviter. Quand j'ai mené l'enquête sur toi pour préparer cet épisode, je suis tombée sur plusieurs vidéos où tu as expliqué que tu as longtemps été dans le déni de ton handicap et que tu faisais tout pour gommer toutes les aspérités. Est-ce que tu ne penses pas justement que c'est cet état d'esprit qui t'a permis de ne pas te mettre de limites et d'être là où tu en es aujourd'hui ? Si, évidemment, je pense que gommer ces aspérités, c'est aller au-delà de ce que l'on est vraiment. C'est-à-dire qu'il y a évidemment ce que la vie nous contraint et puis ce que l'on veut être. Donc en ne me bloquant pas, je suis allé au-delà et j'ai repoussé les limites. Gommer toutes les aspérités du handicap, pour moi, c'était la meilleure façon de m'intégrer aux autres et de me faire accepter par les autres. Aujourd'hui, très honnêtement, je suis plus dans cette considération. Je cherche davantage à revendiquer mon handicap parce que il me semble qu'il est déjà complètement partie intégrante de moi et qu'il me pousse à me dépasser, voire même à aider les autres à se dépasser et à porter une vision différente. Une vision qui fait que le handicap est davantage une force qu'une contrainte. C'est justement de ça qu'on va parler aujourd'hui. Alors avant d'aller plus loin, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Eh bien, je suis Anthony, j'ai bientôt 32 ans. Je suis entrepreneur de plusieurs entreprises dans différents secteurs. Et je suis aussi papa d'une petite fille de 2 ans. Puis j'ai également été athlète de haut niveau dans le judo paralympique. J'ai été aussi DJ sur une carrière à l'international où justement, ce que je disais juste avant, transformer le handicap en force, eh bien j'avais transformé mon handicap en performance en mixant les yeux bandés. Si tu veux bien, on va revenir sur ton enfance. Peux-tu nous raconter dans quelles circonstances tu as perdu la vue ? Quand je vois le jour, en 1989, je viens au monde dans une clinique avec un obstétricien d'un certain âge qui est en fin de carrière et qui, vraisemblablement, en tout cas de ce que l'on m'a raconté, a paniqué. Et le travail a duré quasiment 24 heures, où ma mère a dû affronter la panique d'un obstétricien qui visiblement ne savait plus comment on utilisait des forceps, parce qu'il a fallu me sortir au forceps. Ce sont des petites pinces qui viennent attraper le crâne du nourrisson pour pouvoir le sortir. Et en attrapant et en manipulant mal, eh bien, il vient appuyer sur mon crâne. J'en ai encore les stigmates aujourd'hui si on passe le doigt sur mon front. Et en faisant cela, il induit
une pression intracrânienne qui elle-même emmène sur une pression intraoculaire. Et ce qui va m'emmener sur un, malheureusement, glaucome congénital. Alors, ce qui a été déclaré comme congénital, mais surtout un glaucome bilatéral. Et 11 jours après que j'ai vu le jour, je me fais hospitaliser pour la première fois. Et là, toutes les opérations que je vais faire ensuite vont conduire à une seule chose, préserver la vue, baisser la pression intraoculaire que je peux avoir, et ce par 130 opérations jusqu'à l'âge de mes 7 ans. Et qu'est-ce qui s'est passé à l'âge de tes 7 ans ? À l'âge de mes 7 ans, lorsque je me réveille un matin, je vois tout en rouge. Et bon, vu du regard d'un gamin, c'est assez amusant parce qu'on se dit, tiens, ça me rappelle le cirque. Et en fait, quand je vais voir ma mère tout amusée et en même temps un peu inquiet parce que c'est totalement inhabituel, là, je sens qu'il y a quelque chose qui préoccupe ma maman sans qu'elle me le dise. Mais on le sent, ce genre de choses. Et voilà, c'est pas normal. Et dans l'après-midi, après être allé à l'école, je suis emmené par une ambulance à l'hôpital. Et je me fais hospitaliser dans la journée même pour être passé au bloc le soir. Donc tout va très très vite, tout s'accélère. Et le lendemain matin, je me réveille et finalement, je vois à peu près ce que je vois aujourd'hui. Donc, plus grand-chose. Et j'entends au loin le chirurgien dire à ma maman, voilà, on a tout essayé, mais votre fils va perdre définitivement la vue. Et moi, ça, je le refuse. Je veux pas l'entendre. Je ne veux même pas le comprendre. Mais je commence à réaliser qu'il y a un problème à partir du moment où l'hôpital, où j'avais l'habitude de séjourner, eu égard à toutes les opérations que j'ai faites avant, eh bien, je n'ai plus de repères. Là où j'ai l'habitude de courir, je cours, mais je me prends un mur. Et là, c'est la douche froide. C'est la même douche froide que j'ai lorsque j'arrive à l'école et que je cours et je me prends un arbre dans la cour de récréation. Et je vois plus les couleurs de la même manière. Et tout le monde que je m'étais construit part en fumée. Et est-ce que tu te souviens justement comment t'as géré ça ? Avec beaucoup de déni. Est-ce que t'as eu droit à un soutien psychologique à ce moment-là ? Oui, évidemment. Alors, le soutien psychologique vient déjà bien en amont, parce que lorsqu'on sait qu'un gamin a des problèmes de vue ou quel qu'il soit d'autre, eh bien, il y a des cellules qui se mettent en place, des cellules paramédicales, des cellules de rééducation. Il y avait des gens qui venaient d'ores et déjà, lorsque j'avais 4 ans, m'apprendre le braille. Je ne comprenais absolument pas à quoi ça servait que je fasse cela. Tout ça se passe dans une espèce de grande ignorance de ma part. Et je pense que je grandis dès lors que j'ai 7 ans. Et que j'ai ce handicap vraiment qui se déclare à moi, même si entre-temps, quand j'avais 2 ans et demi, je perds l'usage à 90% de mon œil gauche. Je vis dans l'ignorance totale de ce qui m'arrive et de ce qui va m'arriver même avant ces 7 ans, quand je te le disais, j'apprends le braille, où j'ai des psychologues qui me font faire des tests, et puis des tests de motricité, des tests... alors, avant, je ne savais pas que c'était ces tests-là, mais maintenant que j'ai plus de recul et à l'âge adulte, je comprends ce que c'était que ces tests et quelles en étaient la finalité. Mais voilà, on est dans une préparation dont moi, le gamin que j'étais, ne percevait pas la finalité, et qui a pu me permettre de, du moins, atténuer la brutalité dans laquelle j'étais entré par cette hémorragie interne si soudaine. Mais personne t'a dit que tu risquais de devenir aveugle pendant toutes ces années ? Alors, est-ce que j'ai choisi de l'oublier ou d'avoir une mémoire sélective sur le sujet ? Je ne sais pas, mais le fait est que je n'ai
j'ai pas le souvenir d'avoir eu une explication claire sur le sujet. Ma mère me dit que elle l'a fait et je la crois quand elle le dit. Mais je pense que le gamin que j'étais était déjà dans le refus de cette idée-là. De la même manière que quand on est adolescent ou adulte et qu'on se dit non, mais c'est pas possible, ça ne m'arrive pas et ça n'arrive qu'aux autres. Je pense que voilà, quand j'avais 4-5 ans, c'était très loin de mes considérations et de mes préoccupations de l'instant. Donc il me semble qu'on me l'a dit, mais voilà, je veux pas me mentir à moi-même en me disant qu'on me l'a dit alors que je me rappelle pas. Et tu parles de ta maman, est-ce que tu te souviens justement comment ont réagi tes parents ? Ma maman, je pense qu'elle a pris les choses comme elles venaient. Je ne doute pas que ce fut très difficile pour elle. C'est très difficile d'être parent d'un enfant en situation de handicap, surtout à l'époque à laquelle je suis né. Mon papa, lui, c'est un autre sujet et je pense que lui a fui le sujet à l'époque. Mais en ce qui concerne ma maman, elle l'a fait parce qu'elle y était contrainte, par la force des choses. Et après, avec beaucoup de courage, elle a fait face. Elle a eu des intentions dignes d'une mère. Enfin, étant père de famille aujourd'hui, je sais ce que l'on ressent. Avec des choses qui, encore aujourd'hui, me déchirent le cœur d'y repenser et de les entendre. Quand elle disait au chirurgien, mais est-ce qu'il n'y a pas un moyen de greffer mes yeux à mon fils ? C'est l'amour d'une mère pour son enfant et je lui en serai toujours éternellement reconnaissant parce qu'elle a fait beaucoup pour que je puisse m'en sortir, pour que je n'entre pas non plus dans un système totalement fermé sur lui-même, avec de l'entre-soi, qu'avec des aveugles, et au contraire, me confronter au monde totalement ordinaire, avec une école ordinaire, un collège ordinaire, des études ordinaires de manière générale, et que je fasse vraiment front aux choses et à la vie. Et justement, comment ça se passait à l'école à partir de l'âge de 7 ans ? Est-ce que tu as eu une aide particulière lors de la scolarité ? Comment ça se passait concrètement ? L'école a toujours été quelque chose de difficile pour moi parce que je faisais partie de ces enfants qu'on aimait appeler les enfants surdoués. Donc j'étais en décalage sur deux aspects, le décalage du handicap qui faisait que les autres gamins ne comprenaient pas pourquoi j'étais comme ça. Et l'autre sujet où les choses qui m'intéressaient n'étaient pas celles qui intéressaient les autres. Donc voilà, j'ai grandi malheureusement très vite et heureusement quelque part que j'étais dans une école dite ordinaire mais avec un service d'accompagnement paramédical et rééducatif qui m'accompagnait sur l'environnement périscolaire et également à l'école avec des adaptations spécifiques, par exemple la transcription des documents en braille ou en caractère agrandi, selon ce dont j'avais besoin, et qui faisait en sorte que j'étais intégré parfaitement aux autres camarades dits valides ou voyants. Et puis dans cette école, il y avait également 9-10 autres déficients visuels qui étaient intégrés. Donc sur 450 gamins, on était une dizaine. Donc c'était, je pense, et encore aujourd'hui, je crois que ce serait l'une des meilleures formules entre je suis au contact d'autres qui ont le même problème que moi, donc ça peut faciliter quelques échanges, quelques compréhensions et des affinités que j'ai pu avoir et qui sont plus évidentes à nouer, avec un environnement social totalement ordinaire et qui va te confronter à ce qu'est réellement la société, donc des gens qui, de prime abord, n'ont pas de déficience particulière, ni physique, ni sensorielle, ni mentale. Bon, après, quand on se trouve confronté à la société, on peut se dire qu'il y a quand même beaucoup de déficiences mentales, mais c'est encore autre chose. Et à cette époque, comment tu vivais le regard des autres ? Mal. Je vivais le regard des autres très très mal parce que c'était
dans le jugement, mais c'est normal. Je veux dire, tous les gamins sont comme ça. Dès lors qu'il y a quelque chose qui ne leur ressemble pas, avec laquelle ils n'ont pas été habitués dans leur connaissance et dans leur environnement social, eh bien, on est tout de suite dans le jugement. Et à l'époque où moi j'ai grandi, je veux dire, on était encore dans le racisme, enfin en tout cas à la fin du racisme, on était dans on commençait à considérer le handicap comme étant autre chose qu'une simple tare. Donc mal, forcément. Est-ce que tu as carrément vécu du harcèlement ? Enfin, si tu faisais déjà du judo, j'imagine que tu devais être plutôt costaud et qu'on ne devait pas trop t'embêter, non ? C'est vrai que j'étais très bagarreur, mais c'était totalement indépendant du judo parce que j'ai commencé à me bagarrer avant même de faire du judo et je voulais faire du karaté au départ. Puis j'ai fait du judo parce que tous les copains faisaient un sport de combat. Pardon, excuse-moi. Alors oui, par la suite, ça m'a aidé à renforcer mon tempérament. Faut pas dire le contraire. Ça forge l'esprit. Mais comment te dire ? C'est vraiment pas évident d'être un gamin dans cet environnement social avec la découverte du handicap, ce que c'est que l'intégration aux autres, aller vers les autres. Donc, ouais, je pense que j'ai fait du mieux que je pouvais avec le tempérament qui était le mien pour essayer d'avoir une vie somme toute ordinaire et de me faire accepter des autres, même si ouais, c'était violent. Alors je sais pas si je réponds bien à la question que tu me poses, hein, mais non, mais c'est quand même intéressant. Mais si on peut revenir sur le judo, est-ce que tu peux nous dire à quel âge tu as commencé le judo et ce que ça t'a apporté, où est-ce que ça t'a apporté dans la vie et je pense que ce que ça t'apporte encore aujourd'hui. J'ai commencé le judo quand j'avais 5 ans et ce que ça m'a apporté, nécessairement des valeurs. Les valeurs parce que c'est un sport de valeurs, c'est un sport qui a un code moral très riche et ça forge le tempérament, ça forge le caractère. Ça pousse à se dépasser lorsque on est par moments plus bas que terre. Et puis ça grandit beaucoup l'esprit, ça aide aussi à dépenser toutes les énergies superflues, surtout quand on est un gamin hyperactif, surtout quand on est un gamin qui se sent un peu rejeté par son environnement social. Et donc, oui, ça m'a aidé à avoir mon fil rouge, celui qui m'a emmené jusqu'à aujourd'hui, après 27 ans de bons et loyaux services pour mon sport. Ouais, non, j'aime ce sport, j'aime ce que ça m'a permis de devenir. Je suis très fier d'être un judoka. Parce que c'est un sport avec de vraies valeurs, basé sur l'échange et sur le principe aussi contrairement à ce que l'on peut croire, qui est un sport individuel, bien le judo, ça ne peut pas se faire tout seul. Ça se fait toujours avec un partenaire. Contrairement à d'autres sports où là, on peut être totalement seul. La voile, l'athlé, le lancer, etc., qui sont des sports où on se mesure à soi-même. Le judo, on va se mesurer à l'autre. Donc il y a toujours un échange qui va vers l'autre, et ça, j'adore. C'est concrètement ce que j'aime et ce que je suis. Tu ne le dis pas, mais tu as obtenu des titres mondiaux au judo. Est-ce que tu penses que ça t'a aidé à accepter ton handicap ? Ouais. Je suis double médaillé au championnat du monde et je suis champion du monde junior en moins de 66 kilos. Alors j'en parle pas parce que c'est pas quelque chose qui me caractérise, ou en tout cas avec lequel j'ai envie d'être considéré. Parce que en réalité, il y a des compétitions que j'ai gagnées, il y a des compétitions que j'ai perdues. Et en réalité, tout ça, c'est une photo prise à un instant T. Et cette photo, elle dit, bah voilà, à ce moment-là, ce jour-là, dans ton état de forme qui était le tien, dans ton conditionnement mental et physique,
eh bien, tu as été le meilleur d'une sélection sur une catégorie de poids qui était la tienne. Donc il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en cause et j'en fais pas toute une histoire. En fait. Peut-être que je le minimise trop, mais en tout cas voilà, c'est pas ce qui me définit. Par contre, ce qui me définit, c'est que je suis un passionné. Et je suis vraiment un passionné de mon sport. J'ai été passionné de défendre les couleurs de mon pays. Il n'y a pas de plus grande fierté, à mon sens, que lorsque tu pars en équipe et que sur tes épaules, y a le drapeau de ton pays. Et où tu défends quelque chose qui est plus grand que toi. Tu défends l'honneur de ton pays, l'honneur de ton équipe. Et c'est ça, en fait, moi, qui m'anime. Dire que je suis champion du monde, ça parle d'une performance. Et c'est quelque chose de très individuel et très personnel. Et c'est ce que je ne suis pas. Ça me permet de faire la transition avec la question suivante. De quoi es-tu le plus fier dans ta vie ? Alors, on n'a pas encore parlé de ton parcours professionnel, j'y viendrai, mais tu peux déjà... ça va dans tous les domaines, hein, donc tu peux dire ce que tu veux. Écoute, je crois que je vais faire une réponse peut-être un peu simple, mais je crois que c'est de ma fille. Et à part ta fille, je m'attendais à cette réponse. Ben ouais, mais bon, c'est à partir du moment où tu as un papa qui aime son enfant ou un parent qui aime son enfant, c'est ça dont on est le plus fier. Il y a plein de choses dont je suis fier parce que je ne regrette rien. Donc je suis fier même de toutes mes erreurs. Parce qu'elles m'ont permis de grandir, elles m'ont permis d'évoluer et d'être la personne que je suis aujourd'hui et certainement la personne que je serai demain. Donc je n'ai pas de regrets. Donc je suis fier. Ok, merci. Et comment tu vis le regard des autres aujourd'hui ? Eh bien, finalement, je le vis beaucoup mieux qu'auparavant, parce que je m'en fous. Voilà, donc je le vis bien. Ok, c'est dit. Et, est-ce que au quotidien, tu as parfois des remarques désobligeantes par rapport à ta déficience visuelle ? Et est-ce que tu as un souvenir marquant à nous raconter ? Oui, il y a toujours des choses qui sont pas très agréables. Mais c'est pas par rapport à ma déficience visuelle. Le problème, c'est pas ma déficience visuelle, c'est la compréhension ou l'incompréhension qu'en ont les autres. Et donc, les souvenirs les plus douloureux, c'est finalement quand on refuse mon chien, quand je veux monter à bord d'un véhicule Uber, ou quand je vais à la piscine et que je veux y aller avec mon chien et qu'on me dit « bah non, ça va pas être possible d'y aller avec votre chien ». Ça, c'est horrible. Alors, juste, je te coupe, petite précision, c'est ton chien guide. Oui, avec mon chien guide, évidemment, pas avec, voilà. Pas avec mon chien de compagnie. Mais, donc, en gros, c'est tes yeux, quoi. Donc, on se doit normalement de ne pas te refuser l'accès à tous les lieux publics, c'est ça ? Tous les lieux publics, excepté les lieux sanitairement exigeants, comme les chambres d'hôpitaux, et ça, ils sont scrupuleusement mentionnés dans les textes de loi, les salles de soins et les cuisines de restaurants. Voilà, ce sont les seuls endroits dans lesquels on peut refuser un chien guide. Et donc, oui, quand on me refuse pour des motifs que je peux comprendre, que je peux entendre, c'est toujours emmerdant d'avoir des poils de chien à nettoyer dans une voiture. C'est toujours un peu angoissant que de voir un gros chien arriver et de savoir où est-ce qu'il va monter dans le véhicule. Est-ce qu'il va pas monter avec ses griffes sur mon siège en cuir ? Voilà, ça, évidemment, je le comprends. Néanmoins, nul n'est censé ignorer la loi, nul n'est censé ignorer que les chiens d'assistance sont des chiens parfaitement formés et bien mieux éduqués que n'importe quel autre animal, avec des comportements parfaitement contrôlés et maîtrisés. Donc là, si tu veux, oui, je le vis très très mal. Je le vis très très mal parce que c'est le renvoi d'une bêtise profonde et d'une bêtise méchante. Et la méchanceté est quelque chose qui me blesse au plus profond de mon être.
et avec lequel j'ai beaucoup de mal. Et je continuerai à me battre contre ça. Donc, ouais, là-dessus, c'est pas ma déficience visuelle le problème. C'est vraiment ce qu'en font les autres ou ce qu'ils n'en font pas. Je crois que tu as ton chien guide qui s'appelle Nepia depuis 2019. Donc ça veut dire qu'avant 2019, tu n'avais pas de chien guide. Est-ce que tu peux me dire ce qui a motivé ton choix de prendre un chien ? Ma fille. Je voulais que ma fille grandisse avec un animal de compagnie, parce que je pense que ça ouvre la curiosité, ça contribue considérablement à l'éveil, socialement. Je pense que ça sociabilise beaucoup. Et puis parce que je me projetais dans l'avenir, dans l'idée d'amener ma fille à l'école et de me dire que je voudrais être parfaitement autonome sur le sujet et de pouvoir la balader en toute sécurité. Et donc quand tu le fais sur un reste visuel, que tu te mettes en danger toi, c'est ton problème. Que tu le fasses avec une canne blanche, qui là aussi peut... malheureusement, c'est pas infaillible. Surtout, la canne blanche te dit pas ce qu'il y a en hauteur, elle te dit ce qu'il y a par terre. Là aussi, c'est pas infaillible. Donc, le chien, je dis pas que c'est pas infaillible, mais il a cet avantage que quand tu marches avec lui, tu te sens en sécurité et t'es dans un rail. Et c'est génial. Voilà. Ouais, aujourd'hui, tu t'es convaincu par l'adoption d'un chien guide, de l'utilité que ça a pour toi dans ton quotidien ? Oui, je suis convaincu l'idée d'avoir un chien guide dans sa vie, dans son quotidien, même si ça impose beaucoup de contraintes. Contraintes de l'entretien, contraintes de penser à quelqu'un d'autre que soi-même, contraintes de se voir refuser des accès par moment, et puis d'autres. Et en même temps, c'est beaucoup de bonheur. Ça reste un chien, et quand il ne travaille pas, c'est un super chien de compagnie. Donc je me sens extrêmement chanceux que de pouvoir aller partout avec mon animal de compagnie. Et en plus de ça, qui est super utile, qui se tient bien, et même par moments qui aide les gens qui ont peur des chiens, à surmonter leur peur. Et puis un chien, ça crée souvent du lien. Les gens ça crée du lien. Viennent vers toi pour le caresser ou pour... voilà. Bon, après, il faut peut-être pas le déranger. Les gens viennent vers moi pour le caresser, mais malheureusement, ne me disent pas bonjour. Donc là... Elle te vole la vedette. oui, si on veut. Mais c'est vrai que ça, c'est un peu plus agaçant, par contre. Ces gens qui viennent te caresser ton chien et qui ne te disent pas bonjour. Quelque chose avec lequel j'ai encore beaucoup de mal. Si tu veux bien, on va un peu partir sur le côté professionnel. Donc, tu es un entrepreneur multirécidiviste, si je peux m'exprimer ainsi. D'ailleurs, félicitations pour ton prix de l'entrepreneur 2020 au sein de l'organisation HUP. Merci. Je mettrai dans les notes de l'épisode le lien pour ceux qui veulent en savoir plus sur cette organisation. Donc en faisant mes recherches, je suis notamment tombée sur une de tes entreprises que tu gères, certainement pas tout seul, je ne suis pas rentrée dans les détails, mais qui offre la possibilité de réaliser une modélisation 3D de n'importe quel bâtiment en prenant des photos, en scannant. C'est à partir de ce service de cette entreprise que tu as eu l'idée de créer une application pour aider les déficients visuels à se déplacer. Alors, est-ce que tu peux nous parler de l'application qui s'appelle View, avec des mots très très simples? Ce qui se passe, c'est que je suis consultant pour rendre accessible aux personnes en situation de handicap la gare du Nord à Paris, en vue de sa rénovation pour 2024. Et je réfléchis à comment, sur une nouvelle gare, quelque chose de très grand, surtout en vue des Jeux Olympiques et Jeux Paralympiques de 2024 à Paris, nous allons faire pour offrir de l'autonomie et de l'indépendance aux personnes en situation de handicap d'une part, mais ensuite tout le monde d'autre part.
Et je regarde toutes les solutions qui existent. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'intérieur des bâtiments, les GPS ne passent pas bien, voire pas du tout, parce que les signaux satellites sont pas suffisamment forts. Et dans une gare, il peut y avoir d'autres perturbations électromagnétiques dues dues aux voies et aux caténaires électriques qui alimentent les trains. Et donc, tout ça, ça vient foutre un petit peu le bazar dans les téléphones qui sont extrêmement sensibles à toutes ces perturbations. Et dans les solutions que j'ai trouvées sur Internet, bien, il y avait beaucoup de solutions qui fonctionnent de la même manière, à savoir, je dispose des balises un peu partout dans un bâtiment, des balises dites Bluetooth, ou beacon, et à chaque fois que le téléphone passe devant, ça borne et ça me dit où je suis. Alors, il y a ce mode de fonctionnement, ou sinon il y a des modes un peu de triangulation, comme on verrait dans des films, avec plusieurs bornes qui permettent d'extrapoler une position, mais tu m'as demandé de faire simple, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Merci. Et du coup, je me suis dit, bon, ouais, mais tout ça, c'est bien, mais c'est pas suffisant, et ça va poser quelques problématiques. Des problématiques de coût à l'achat, à l'installation, à la maintenance. Et puis, ça pose une difficulté supplémentaire, c'est que pour savoir que je suis dans le bon sens, il faut que je marche une vingtaine de mètres avant que la technologie me dise, bah attention, t'es pas dans le bon sens. Et je découvre cette société qui fait donc des jumeaux numériques de bâtiments avec, tu l'as assez bien résumé, la création de maquettes en 3D avec des images, donc des photographies 360 degrés, que l'on vient coupler à des mesures 3D faites par télémétrie laser. Et donc là, on a un laser qui fait des milliards de points, tic, 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 tout ça autour de lui, et il arrive à nous cartographier le bâtiment. Et alors, je me dis, attends, on a un truc de dingue, c'est qu'on a une connaissance parfaite du bâtiment, et sous tous ses angles, et au centimètre près. Et là, je découvre une autre technologie, qui est celle de la localisation basée image dans dans le secteur industriel. Et je contacte cette entreprise et je lui en dis, écoutez les gars, je pense qu'on a un truc à faire ensemble. Il faut qu'on travaille sur la localisation basée image pour les déficients visuels en vue de leur autonomie. Au début, on prend pour un fou. On me dit, ouais, mais c'est très compliqué. Beaucoup de choses à faire. Et puis finalement, ils décident de me suivre. Je décide avec eux de devenir actionnaire de leur entreprise. Et on candidate à un appel à projet national. On y va au petit bonheur la chance et on ne sait pas vraiment si ça va marcher. Et là, c'est un appel à projet qui est porté par l'une des plus grosses associations nationales autour de la déficience visuelle et qui non seulement nous donne ce qu'on attend, mais double quasiment le budget qu'on leur a demandé en disant ça, ce que vous tenez entre les mains, eh bien, on y croit et on est convaincu que c'est l'avenir. Et donc, View naît comme ça. Et on pose la première brique. Bah tiens, d'ailleurs, il y a 1 an, jour pour jour, en faisant intervenir notre comité de co-conception, parce que je considérais que seule mon expérience de déficient visuel ne suffisait pas à pouvoir déterminer le bon fonctionnement que devait avoir notre application. Et puis en novembre dernier, novembre 2020, on a enfin notre application fonctionnelle et avec nos premiers bâtiments qui sortent de terre virtuellement, accessibles. Et donc, pour en revenir au fonctionnement même de l'application, eh bien, je prends une photo de mon environnement avec l'appareil photo de mon smartphone. Elle est envoyée sur notre serveur et on compare cette photo avec toutes les photos que l'on a du bâtiment. Et en comparaison d'images, eh bien, on arrive à déterminer la position exacte au centimètre près de la personne dans l'espace. Et donc là, on peut lui permettre de savoir ce qu'il y a autour de lui et
de générer un itinéraire pour atteindre sa destination et pouvoir le guider en totale autonomie. Et puis là, une dernière fonctionnalité qu'on va lancer, et je t'en donne la primeur, c'est que lorsque la technologie peut se retrouver en défaut ou qu'elle trouve ses limites, parce que par exemple, il y a trop de monde autour de soi et donc le système ne va pas reconnaître pourquoi il y a des têtes alors que dans son référentiel, il n'y en a pas, eh bien, on pourra utiliser l'appareil photo de son smartphone comme un lien vidéo avec un opérateur qui sera chez nous et qui aura la main sur le bâtiment. Donc, qui pourra orienter la personne déficiente visuelle pour lui dire, ben, attention, monte un peu ton smartphone, pointe un peu plus vers la gauche. Ah, ok, c'est bon, je sais où tu es. Tu es à tel endroit. Et donc, on pourra lui renvoyer directement sur son smartphone sa position. Il pourra couper la liaison vidéo et reprendre son itinéraire tout seul comme un grand. Magique, brillant. Et pour revenir sur des détails, bon, j'imagine que c'est la première version. Donc là, l'application, elle est sortie ou elle est encore à l'état de test? Elle est toujours à l'état de test parce qu'il faut la confronter quand même à certains profils de bâtiments, à des profils utilisateurs. Mais l'application est là, elle existe, elle est prête à être commercialisée si on nous le demandait. Maintenant, on est plutôt d'une nature assez prudente. Et je veux vraiment aussi lancer cette fonctionnalité d'assistance humaine parce que la technologie, j'y crois beaucoup. Mais je crois surtout au fait que lorsqu'elle ne fonctionne pas ou qu'elle peut ne pas fonctionner pour diverses raisons, hein, l'utilisateur lui-même qui peut être technophobe, eh bien, peut ne pas être très à l'aise avec l'univers technologique. Il faut que l'humain puisse reprendre la main. Donc, je suis plutôt attaché à ce qu'on puisse vraiment livrer, non pas des versions, mais plutôt des expériences. Il faut que l'expérience que l'on promet soit à la hauteur des attentes. D'accord. Et une seule photo suffit ou il faut faire une photo panoramique? Eh bien, 90% des essais qu'on a obtenus se sont obtenus avec une seule photo. Alors qu'en réalité, dans le protocole, on indique qu'il en faut 3 à 5 photos. Mais la technologie est suffisamment aujourd'hui fine et précise pour qu'une seule photo suffise. Mais bon, ça, c'est une promesse sur laquelle je ne préfère pas trop encore m'engager. Je pense que même 5 photos, c'est tout à fait acceptable, eu égard aux bénéfices que l'on en retire derrière, quoi. Est-ce que tu as eu déjà le sentiment de renoncer à quelque chose à cause de ta déficience visuelle? Parce que quand je regarde ton parcours, j'ai l'impression que rien t'arrête, qu'avec ta détermination, tu es capable de tout. Donc, je suis curieuse de savoir si tu as déjà eu un sentiment de frustration. Alors, oui, forcément, tu as déjà ressenti de la frustration, mais vraiment liée à ta déficience visuelle. Je crois qu'en fait, mon renoncement n'est pas encore venu. À chaque fois qu'il y a eu des choses qu'on voulait m'interdire, ça a juste été un moteur pour moi pour dépasser cela. Alors, certainement par orgueil, même avec certitude, il faut le dire. Mais je trouve que c'est extrêmement plaisant que de donner tort aux gens qui te collent une étiquette et qui te disent « Non mais de toute façon, t'es aveugle, tu peux pas ». Et ben moi, je suis pas d'accord. J'ai envie de faire un truc et je le fais parce que j'ai envie de le faire. Et que j'ai qu'une seule vie et que j'ai pas envie de laisser d'autres choisir pour moi de ce que je peux ou ne peux pas faire. Donc ouais, je pilote des avions, j'escalade, je fais du tennis, je fais du judo. Et non pas parce que je veux montrer au monde entier que c'est possible, non, juste parce que j'ai envie de me faire plaisir, parce que j'ai envie de faire comme tout le monde. Oui, je sais pas si tu as remarqué, mais aucune de mes questions commence par est-ce que tu peux ou comment tu fais. J'ai vraiment fait attention à ça. Si tu pouvais rencontrer le petit garçon que tu étais, qu'est-ce que tu lui dirais, qu'est-ce que tu lui conseillerais? Dans les phases de doute, je lui dirais continue, parce que plus tu doutes,
plus tu grandis. Et en même temps, je lui dirais rien. Parce que je trouve que le gamin que j'ai été a été... c'est très très bizarre comme question, mais je trouve que le gamin que j'ai été est resté digne. Et grâce à sa famille très aimante, grâce à son entourage très proche, qui a toujours manifesté beaucoup de bienveillance, et ça m'a permis de rester digne. Donc non, je crois que je ne me le dirai rien, parce que j'ai pas tout réussi, loin de là, et je crois que c'est ça qui est le plus important. C'est de se ramasser, c'est d'avoir des échecs, de faire des erreurs pour se construire. C'est pas drôle si tu gagnes tout. C'est pas drôle si tu es toujours le meilleur ou toujours le premier. Et selon toi, c'est quoi ton plus gros échec ? De ne pas avoir persévéré davantage dans ce qui était ma passion, à savoir les sciences. J'ai eu un parcours scientifique, mais j'ai vite voulu bifurquer vers des choses qui me passionnaient tout autant et différemment. Mais c'est vrai que j'aimais bien faire de la recherche. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, je fais de la recherche d'une autre manière et je cherche à réfléchir, à créer des choses qui soient utiles pour les autres. Chose que je ne ressentais pas à l'époque, et c'est pour ça que j'ai arrêté de faire de la recherche. Mais aujourd'hui, si je pouvais, je referais de la recherche. Ouais. Donc ce serait ça mon échec, de ne pas avoir persévéré davantage. Alors que je persévère dans d'autres choses, même dans mes conneries. J'ai remarqué que tu utilisais surtout le terme déficient visuel. J'aimerais savoir un peu quel est ton ressenti quand on dit que tu es aveugle. J'aime pas ce mot d'aveugle. Je l'utilise volontairement pour que les choses soient claires. Je l'utilise pour dire aussi ce que je suis, pour être provoquant. Mais je n'aime pas me qualifier d'aveugle parce que dans les faits, je ne le suis pas vraiment. Quelqu'un d'aveugle, c'est quelqu'un qui est plongé dans le noir complet. Je ne le suis pas. Je ne suis pas plongé dans le noir complet. Je vois encore des contrastes, par moments des couleurs, les lumières, les ombres, les obstacles. Et ça fait que je peux pas dire que je suis aveugle. Et je peux pas dire non plus que je suis totalement malvoyant parce que par moments, quand je suis très fatigué, je ne vois plus rien. Donc, ce qui me caractérise le mieux, c'est la déficience visuelle. J'ai une déficience visuelle. Et puis dire je suis aveugle ou je suis malvoyant, ça vient à réduire la personne à quelque chose de symptomatique. Non, je suis Anthony, je suis papa, je suis entrepreneur, je suis déconneur. Et j'ai une déficience visuelle, c'est pas je suis, c'est une particularité de plus, mais ça ne te définit pas. Ça ne définit jamais qui nous sommes. Jamais. C'est une pathologie, mais ce n'est pas en aucune manière ce que je suis. Quelqu'un en fauteuil, eh bien, c'est quelqu'un en fauteuil, c'est tout. Mais c'est rien d'autre que, sinon, la personne qu'elle est. Elle, ses doutes, sa personnalité, ses interrogations, ses certitudes, ses convictions. Mais en aucune manière, une personne en fauteuil roulant est, pour moi, un handicapé ou une handicapée. Et est-ce que tu te sens handicapé ? Non. Je me sens pas handicapé, non. On a tout dit. Merci. Non, je rigole. Non, il me reste quelques questions. Salut. Donc, mes quelques questions pour finir, c'est est-ce que tu as un livre, un podcast ou un film ou n'importe quel autre média qui t'a marqué et dont tu as envie de nous parler ? Il y a ce fameux film de Alain Chabat, Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Ça, c'est ma Bible. C'est vrai ou c'est une blague ? Non, je te jure, c'est vrai. Je dis même à mes salariés que s'ils ne connaissent pas ce film, c'est un motif potentiel de licenciement. Non, j'adore ce film et je trouve que
depuis ce film-là, il n'y a vraiment eu aucun film d'une telle rigueur humoristique, avec énormément de références et culturelles, et puis quelque chose d'assez indémodable. C'est-à-dire que même encore aujourd'hui, en 2021, quand je le regarde, je l'ai vu il n'y a pas encore si longtemps, je dois être certainement à la au 100e visionnage. Eh bien, je trouve que non, c'est encore totalement d'actualité. Et pourtant, c'est un film qui a 20 ans, quoi. Donc, je trouve ce film exceptionnel. Puis ça fait du bien, un peu de légèreté. Je suis pas très fan, moi, des contenus un peu trop durs, un peu trop philosophiques. Je passe mon temps avec des gens qui réfléchissent tout le temps. Donc, quand je me divertis, j'aime bien que ce soit avec du contenu un peu léger. Maintenant, je parlerai sur du livre de Le Parfum, ou Ouais. L'ultime secret de Bernard Weber. Pour moi, euh, est une voie assez amusante de comprendre comment, justement, lorsqu'on a quelqu'un qui est dans une situation de déficience, qu'elle soit mentale, physique, sensorielle, ou les gens un peu maniaques sur certaines choses, eh bien, comment tous ces gens-là, alors n'y voit aucune ambiguïté, aucune, mais comment tous ces gens peuvent s'emboîter pour créer une société encore bien meilleure, sans laisser des gens sur le côté. Par exemple, les gens autistes, si tu veux, avec un syndrome Asperger, peuvent être au contrôle qualité et s'occuper des tâches répétitives que les ouvriers aujourd'hui ne veulent pas. Et tout ça fait que, je crois que du coup, ça peut nous permettre de créer une société bien meilleure. Un livre basé sur l'inclusion où on tire le meilleur en fait de chaque personne. Oui, tout à fait. Et ça, c'est ma conviction profonde de ce que doit être notre société. C'est ce que d'ailleurs j'ai vendu à Gare du Nord à l'époque, c'est que si on construit une gare qui tient compte de la déficience visuelle, finalement tu vas tenir compte de la personne qui est complètement absorbée par son écran de téléphone et qui fait même pas attention à ce qui se passe autour d'elle. Ou si tu règles la problématique de la circulation en fauteuil roulant, eh bien tu règles la problématique des voyageurs avec poussette, avec valise, etc., etc. Ouais. Donc, oui, je Tu as- pense très honnêtement que le handicap est une source d'inspiration, non pas pour se dire waouh, mais vraiment pour chercher à rendre le monde beaucoup plus confortable pour tout le monde. Est-ce qu'il y a un sujet dont on n'a pas parlé et que tu aimerais aborder? Non, je crois que tu as fait de façon assez exhaustive le tour des sujets qui sont les miens. Donc, je te remercie pour tes questions et ce temps de parole qui est tout à fait agréable. J'espère surtout que tout ça pourra aider d'autres personnes qui sont empreints au doute, aux interrogations, aux questionnements, et qui par moments se mettent des freins, non pas parce qu'ils ils sont convaincus de ces freins-là, mais parce qu'on cherche à les convaincre. Et il n'y a rien de pire que cela. Il n'y a rien de pire que les gens qui, parce que eux se projettent maladroitement dans une situation qu'ils ne vivent pas, qui n'est pas la leur, eh bien on te dit, bah non, bah, ça va être très compliqué, comment tu vas faire? Non mais tu peux pas. Et, et tout ça, c'est extrêmement bloquant. Alors que toi, Ouais, tu c'est des partais au départ d'une pensées. intention, tu partais d'une intention qui te disait, bah, je vais essayer, parce que de toute façon, si je ne sais pas, je ne saurais pas si ça marche ou si ça marche pas. Et voilà, moi, je veux vraiment qu'on en finisse avec ces gens bien pensants, moralisateurs, et qui finalement ne font rien d'autre que rester assis confortablement dans leur canapé et à penser qu'ils sont bien meilleurs que les autres. Non, les gens de toute façon qui passent leur temps à te donner des conseils sont les gens qu'il faut absolument pas écouter. Il faut faire les choses parce qu'on est convaincu que ce sont les bonnes. Et puis si tu te plantes, c'est pas grave.
Ça ne regarde que toi. Qu'est-ce que l'on peut te souhaiter pour l'avenir ? Plein d'amour, plein de réussite, une bonne année. Et puis, non, beaucoup de magie, parce que j'adore ça. J'adore que l'on crée de la magie, que l'on s'enthousiasme de ses rêves, et donc de pouvoir réaliser mes rêves, et qu'on me laisse tout le temps pour le faire, et toute l'énergie que je peux destiner à cela. Merci infiniment Anthony, parce que quand je t'ai invité à faire un épisode du podcast, tu as de suite dit oui, sans même poser de questions, sans savoir à quelle sauce j'allais te manger. Donc merci pour ta confiance et à très bientôt. Merci Pauline, merci pour ton invitation, et puis ce fut un plaisir. Et puis si j'ai dit oui peu spontanément, c'est parce que je pense que des choses à partager et qu'il ne faut pas être avare de partage. Donc merci beaucoup pour ce temps de parole. Et voilà, c'est terminé. Merci Anthony de m'avoir fait confiance et merci à tous pour votre écoute. Si vous souhaitez en savoir plus sur mon invité, je vous donne rendez-vous dans les notes de l'épisode. Enfin, si vous appréciez le podcast et que vous souhaitez le voir grandir, vous pouvez le partager autour de vous, vous abonner et laisser un commentaire pour suggérer des invités ou me donner vos impressions. À très vite pour un nouvel épisode.